Cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige et lèvres rouges, nous connaissons tous Blanche-Neige, cette princesse dont la gentillesse n'a d'égal que la beauté. Si son visage nous est si familier, c'est grâce aux studios Disney qui ont adapté le conte et l'ont livré au public sous la forme d'un dessin animé en 1937. Mais ce film d'animation qui a rendu populaire notre princesse, délivre-t-il une vision juste de ce qu'était le texte à l'origine ? Des désirs enfouis de Blanche-Neige jusqu'au rôle des nains en passant par la symbolique de la pomme, je vous invite à me suivre dans le monde pas si féerique de Blanche-Neige. Avant toute chose, il faut savoir que les contes sont issus de la tradition orale. C'était des histoires que l'on se racontait au coin du feu et qui pouvaient varier en fonction du conteur. C'est pour ça qu'il existe souvent plusieurs versions d'un même conte. Les histoires ont néanmoins commencé à adopter une forme fixe et à se figer quand des auteurs ont décidé de les retranscrire par écrit. Pour Blanche-Neige, le conte qui nous intéresse aujourd'hui, on retient principalement la version des frères Grimm qui a été éditée en 1812. Comme la plupart des contes de fées, la version première ne lésine pas sur la violence, elle est même carrément trash. Et cette violence est le point qui, en général, est plutôt mal retranscrit par les adaptations. Par exemple, si chez Disney, la méchante reine demande bien au chasseur de lui ramener le cœur et le foie de Blanche-Neige, dans le conte d'origine, elle va jusqu'à manger les abats de la biche en pensant que ce sont les entrailles de sa belle-fille qui, à ce moment-là, n'est censée avoir que 7 ans. Alors d'un point de vue symbolique, évidemment, manger un organe d'un animal ou de quelqu'un, c'est s'approprier ses capacités et ses qualités. Alors dans la mesure où la reine est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, on peut, littérairement parlant, comprendre son geste. Mais c'est vrai que cette image de la belle-mère cannibale est assez peu reprise par les adaptations. La mort de la reine est elle aussi énormément édulcorée par Disney. On se souvient tous de cette scène où elle essaye de faire rouler un énorme rocher sur les nains qui la poursuivent et où elle finit par tomber dans le ravin toute seule comme une grande. Dans le conte, son trépas est différent, puisqu'elle se rend au mariage de Blanche-Neige, et quand les nains l'aperçoivent, ils sont un petit peu rancuniers et ils décident de la pousser à enfiler des chaussures en fer chauffées à blanc, donc on imagine un petit peu l'objet de torture, et ils lui demandent de danser avec ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, donc on a une belle ambiance au mariage de la princesse. Les adaptations modernes font souvent l'impasse sur ce genre de scènes violentes. C'est clairement édulcoré chez Disney, et dans d'autres œuvres, la violence est retranscrite plutôt par une ambiance lourde et sombre. Je pense notamment au roman Poison de Sarah Pinborough, qui est doté d'une reine complètement glaciale et ténébreuse, qui insuffle beaucoup de noirceur à l'histoire, mais la violence est présente plus en filigrane qu'autre chose, elle est plus évoquée que montrée comme elle peut l'être dans le conte. Pour Bruno Bettelheim, qui est un psychologue américain ayant consacré une partie de ses travaux à l'impact des contes sur la petite enfance, cette violence dans les contes de fées est un mal nécessaire qu'il ne faut surtout pas amoindrir. Parce qu'en fait elle permet à l'enfant de libérer sa propre violence par personnage interposé, un petit peu comme la catharsis dans les tragédies grecques. Outre cette violence physique, Blanche-Neige c'est surtout l'histoire d'une violence psychologique. J'entends par là le passage à la puberté et donc l'évolution d'un statut d'enfant à un statut d'adolescente puis de femme. Le passage à la puberté de Blanche-Neige, c'est l'élément déclencheur qui va la rendre désirable et qui va attirer les foudres de sa belle-mère. C'est ce qui va aussi entraîner la fillette dans un processus évolutif qui est inéluctable et cette évolution va être marquée par plusieurs étapes, notamment le passage chez les nains. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les nains parce que ce sont des personnages dont on a tendance à beaucoup exagérer le rôle dans les adaptations modernes. Par exemple chez Disney, ils sont très individualisés, on leur donne tous un prénom, un trait de caractère, ce sont des nains distincts, on arrive très bien à les identifier les uns par rapport aux autres. Mais dans le conte c'est pas du tout le cas. En fait ils forment un groupe de 7 nains indistincts et aucun ne sort du lot. Traditionnellement, dans ce type de littérature, les nains sont, je cite, des êtres chtoniens qui participent de forces telluriques. Donc ça veut dire qu'ils sont liés à la Terre et à l'intériorité de la Terre. C'est pour ça qu'on les représente d'ailleurs souvent comme des mineurs. Par ailleurs, dans le folklore teutonique, donc germanique, d'où est issu le conte de Blanche-Neige, les nains sont liés aux métaux et aux pierres précieuses, ce qui justifie une fois de plus cette représentation comme des mineurs qui vont creuser la Terre et trouver des pierres précieuses et des joyaux. Alors chaque métal est associé à un astre, par exemple l'or au soleil, l'argent à la lune, etc. Or la beauté parfaite de Blanche-Neige a pu être parfois comparée à la blancheur éclatante du soleil. Donc si Blanche-Neige représenterait le soleil, les nains pourraient alors être des planètes qui gravitent autour d'elle. Ils ont aussi pu être lus comme des petits êtres phalliques dans la mesure où ils se faufilent dans les grottes sombres et où ils creusent des cavités et des galeries au cœur de la Terre.
Ce ne sont néanmoins pas des hommes au sens sexuel du terme. Pour Bettelheim, ils ne sont que des hommes en miniature en fait, qui sont incapables d'atteindre une virilité d'adulte. Ils n'ont pas de parents, pas d'enfants et pas de compagnes. D'ailleurs, il n'y a pas de naines, il n'y a pas de nains au féminin dans Blanche-Neige, il n'y a que des petits hommes avortés. Ils incarnent une forme pré-individuelle, d'où l'importance de ne pas leur donner de prénom, et assez immature d'existence qu'il est nécessaire de dépasser si on veut devenir adulte. C'est pour ça que Blanche-Neige ne peut demeurer indéfiniment chez eux, sous peine de rester bloquée dans un état de latence et de ne pas évoluer. Elle profite néanmoins de son séjour pour apprendre quelque chose qui va être absolument essentiel à sa future vie d'adulte, c'est la valeur du travail. Alors les nains sont des travailleurs acharnés, on le sait, ils sont 7 car il y a 7 jours de labeur, et Blanche-Neige doit s'intégrer à ce monde de travail si elle veut rester chez eux. C'est un peu comme Chihiro dans le voyage de Chihiro qui doit absolument décrocher un contrat de travail si elle veut rester dans le monde des esprits. Blanche-Neige va donc prendre à sa charge les tâches ménagères de la petite maison, et ça c'est quelque chose qui est bien repris par le dessin animé de Disney. Comme nous l'avons vu, elle ne peut cependant pas demeurer chez les nains et ce sont ses désirs qui vont la pousser hors du nid protecteur de la chaumière. Tout à l'heure, nous avons comparé les nains à des planètes et comme la course des astres, leur vie est un long cycle immuable. En effet, ils ne développent pas de conflits intérieurs qui pourraient les pousser à vouloir dépasser leurs conditions. Ils sont coincés à la sexualité latente de l'existence prépubère. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre que Blanche-Neige se laisse tenter par les cadeaux empoisonnés de la reine. Alors si notre princesse se laisse tenter par ces cadeaux, c'est qu'elle a des désirs liés à sa sexualité naissante, notamment celui de plaire. Alors si la version Disney ne retient qu'une seule tentative de meurtre, la fameuse pomme que l'on connaît tous, le conte en comporte en réalité 2 de plus. Alors la belle-mère maléfique, déguisée en colporteuse, lui propose pour la première fois un corset, que la jeune fille accepte. Alors la reine le serre tellement fort qu'il étouffe Blanche-Neige et si les nains ne seraient pas arrivés à temps, elle serait sûrement morte étouffée dans le corset. Si Blanche-Neige accepte ce corset, c'est qu'elle a envie de se rendre désirable en étant bien corsetée, en mettant ses formes nouvelles en valeur. La deuxième tentative, c'est avec un peigne empoisonné et encore une fois, Blanche-Neige fait preuve de vanité puisqu'en fait elle accepte ce peigne uniquement parce qu'elle a envie d'être bien coiffée, donc d'être jolie, donc d'être désirable. Ces 2 épisodes marquent des petites entrées dans le monde sexualisé de l'adolescence et ça empoisonne Blanche-Neige car elle n'est pas encore prête pour les choses de l'amour. Alors pour le coup, Poison de Sarah Pinborough respecte assez bien la trame du conte puisque l'auteur inclut ces 3 tentatives de meurtre au fil de l'histoire. Les 2 premières fois, Blanche-Neige s'avère être passive puisqu'on lui serre le corset et on la peigne, mais à la 3e tentative, elle passe à l'action, elle devient active, tout le monde le sait, elle croque elle-même dans la pomme. Alors parlons-en un petit peu de la pomme. Ce n'est pas un fruit anodin. Elle est dotée d'une double symbolique puisque dans la tradition biblique elle est le fruit de la connaissance et dans la mythologie grecque elle serait plutôt liée au désir charnel. On se souvient tous de cet épisode en amont de la guerre de Troie où on propose à Paris d'offrir une pomme à la déesse qu'il trouverait la plus jolie et il doit choisir entre Athéna, Héra et Aphrodite et évidemment il choisit Aphrodite qui est la déesse de l'amour mais de l'amour plutôt charnel. Donc avec ces 2 ascendances, on peut considérer qu'en mangeant la pomme, Blanche-Neige accède à la connaissance des choses charnelles. Dans le conte, la pomme est bicolore, donc elle est blanche et rouge. Blanche-Neige mord dans le côté rouge qui est empoisonné, et évidemment la belle-mère se réserve le côté blanc. Alors ces 2 couleurs de la pomme pourraient représenter les 2 facettes de Blanche-Neige qui oscillent un petit peu entre innocence et désir. Et en même temps, elle porte elle-même cette dualité sur le visage puisqu'elle a le teint très blanc et les lèvres très rouges. Croquer dans cette pomme va signifier le début de sa vie sexuelle. C'est pour ça que l'enfant qui est en elle meurt et elle tombe dans cette espèce de sommeil enchanté que l'on connaît bien pour se réveiller plus tard à sa condition d'adulte et à un stade de conscience supérieur. C'est donc un conte qui parle d'apprentissage de la sexualité. On a le passage à la puberté de Blanche-Neige qui la rend désirable, on a l'omniprésence de la couleur rouge aussi qui est assez évocatrice, on a les lèvres de Blanche-Neige, cette fameuse pomme, et il y a aussi le sang, les 3 gouttes de sang sur la neige au tout début du conte qui représente évidemment le sang des menstruations, donc du passage à l'adolescence, et aussi le sang de la défloration, donc le passage à la vie sexuelle. Donc on a parlé de sexualité, mais où est l'amour dans tout ça ? Je suis au regret de vous apprendre que l'histoire d'amour occupe une place bien moindre dans le conte d'origine que dans les adaptations comme Disney ou comme la série Once Upon a Time.
Par exemple, une des premières scènes du Disney montre le prince qui entend Blanche-Neige chanter. Il la trouve au son de sa voix et il tombe éperdument amoureux d'elle dès la première scène du film. Donc on sait très bien que c'est l'histoire d'amour qui va résoudre l'intrigue et que tout va tourner autour de ça et qu'évidemment le prince va pointer le bout de son joli nez quand on aura besoin de lui. Dans le conte c'est quand même différent puisque le prince et la princesse ne se rencontrent pas avant que le prince tombe par hasard sur le cercueil dans la forêt alors que Blanche-Neige est déjà endormie depuis des années. Donc il trouve l'objet très beau, il trouve la princesse très jolie et il se dit que c'est quand même dommage que ce cercueil soit perdu au cœur des bois alors que s'il était exposé à sa cour, tout le monde pourrait profiter de cette beauté-là. Donc il va demander aux nains de lui donner le cercueil, ils vont d'abord refuser et puis ils vont finir par avoir pitié de lui et ils vont lui céder le cercueil un petit peu comme un objet de décoration pour son château. Donc ses serviteurs au prince emportent le cercueil et un d'eux va trébucher, ce qui va permettre à Blanche-Neige d'éjecter ce morceau de pomme empoisonné qu'elle avait coincé dans la gorge depuis des années. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de grand baiser d'amour dans le conte d'origine. C'est un pur ajout de Disney. Ce fameux baiser qui est magique et qui résout tout et dont Once Upon a Time la série use à outrance n'existe pas. Il n'y a qu'un gars qui trébuche en fait. Dans un sens c'est plus logique parce que si la reine voulait vraiment tuer sa belle-fille avec la puissance dont elle est capable, pourquoi lui jeter un sort qui est irrévocable par un simple baiser? Blanche-Neige est donc un conte d'apprentissage qui parle du passage à la puberté et à la vie sexuelle. Il s'érige comme une mise en garde contre les dangers d'une sexualité précoce. On peut être prêt physiquement et ne pas l'être psychiquement. C'est le cas de Blanche-Neige qui est pubère mais qui n'est pas prête pour les choses de l'amour et qui va devoir passer et qui va devoir subir tout un tas d'épreuves initiatiques avant de pouvoir être avec le prince. C'est également une mise en garde contre le narcissisme. On a cette reine qui est fixée sur une sorte de narcissisme primitif et qui ne peut se lier à personne, pas même au lecteur, et elle va mourir à cause de ça, c'est ce qui va la faire périr. Et il y a le narcissisme de Blanche-Neige aussi qui manque de mourir et de trépasser à cause de ses envies assez vaniteuses d'être plus jolie et d'être désirable. Vous aurez aisément compris pourquoi je ne parle pas d'adaptations telles que Blanche-Neige et le chasseur qui pour moi n'ont plus grand chose à voir avec le conte d'origine. Quant à Disney et la série Once Upon a Time, pour moi ils sont issus de la même veine. La trame reste plus ou moins la même que le conte d'origine, notamment grâce à des reprises de figures emblématiques comme la pomme empoisonnée, le miroir magique ou encore les nains. Cependant, on édulcore tout à outrance à coups de niaiseries et de baisers magiques. Ce type de relecture a au moins le mérite de faire connaître cet univers et peut-être de donner envie aux spectateurs d'aller lire les textes originaux et de voir un petit peu ce qu'il se passe vraiment dans ces histoires. Côté bouquin, on retrouve des choses un poil plus intéressantes et j'aimerais qu'on s'attarde en particulier sur deux livres que j'aime plutôt pas mal. C'est Poison de Sarah Pinborough dont je vous ai déjà parlé et Blanche-Neige et les lance-missiles de Catherine Dufour. En ce qui concerne Poison de Sarah Pinborough, j'ai été assez agréablement surprise par ce livre. Pour être tout à fait honnête, je l'ai acheté parce qu'il avait une très belle couverture et de magnifiques illustrations et que je suis absolument adepte des beaux livres, mais j'en attendais pas grand chose. Et puis finalement, quand j'ai enfin décidé de le lire, je me suis aperçue qu'il était plutôt pas mal écrit, pas mal fait, parce qu'on respecte vraiment la trame du conte, on a vraiment tous les éléments du conte qui sont présents et assez bien, enfin plutôt dans le bon ordre quoi. Et la seule chose que l'auteur fait, c'est rajouter des éléments et des détails dans les zones d'ombre du conte. Donc ce qui n'est pas expliqué dans le conte, on va le développer, le détailler, on va donner du corps à certains personnages qui n'en avaient pas vraiment dans le conte. Mais finalement ça reste quand même assez fidèle à l'esprit du conte et à ce qui se passe dans le conte d'origine, donc c'est vraiment pas mal. C'est écrit pour un public un peu plus averti que des enfants puisqu'il y a des scènes de sexe assez crues et très très détaillées. Mais c'est plutôt une bonne réécriture. C'est pas le livre de l'année, c'est pas le livre du siècle, mais ça a le mérite d'exister et c'est pas trop mal, donc si l'univers des contes vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, il se lit très très vite et on passe plutôt un bon moment de lecture. D'ailleurs j'ai écrit une chronique à propos de ce livre sur mon blog, donc si vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller lire l'article, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour ce qui est de Blanche-Neige et les lance-missiles, vous l'aurez compris avec le titre, on est dans quelque chose de totalement différent. C'est une réécriture parodique des contes de fées,
et ça va montrer un petit peu ce qui se passe après la fin des contes et les histoires qu'on nous raconte jamais. Donc là dans ce tome là, c'est un cycle, Blanche-Neige est devenue une impératrice tyrannique à la suite de sa belle-mère et c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien écrit, d'ailleurs c'est un livre qui a reçu le prix Merlin et c'est aussi très caustique et très aiguisé évidemment à travers la parodie on retrouve une critique assez acerbe de la société, des religions, mais on se moque aussi assez gentiment du côté très niais des contes et c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, qui est un petit peu dans la lignée des Terry Pratchett et qui a le même genre d'humour que les Monty Python, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment un livre génial. Et voilà, cette première vidéo est terminée. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu dire ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez un conte que vous aimez particulièrement et que vous avez envie que j'en parle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, ça me permettra de choisir plus facilement mes sujets. Et voilà, si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, je suis partout, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à bientôt.